oui! Oh oui, le plat pour Anaïs Chevalière! Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors avant de commencer, je voulais évidemment vous souhaiter une bonne année 2023, surtout une bonne santé et aussi que vos vœux de biathlon soient exaucés. Évidemment on pense surtout aux biathlètes qui rêvent de briller aux mondiaux d'Oberhof dans quelques semaines. Mais avant de parler de mondiaux, on va débriefer cette dernière étape qui a eu lieu à Pokljuka ces derniers jours. Il y avait 6 courses au programme avec 2 sprints, 2 poursuites et les premiers relais mixtes de l'hiver. Et pour en parler, je suis accompagné d'une équipe féminine, d'un relais féminin. Alors il manque une tête, peut-être qu'elles m'accepteront dedans, je ne sais pas, on va leur demander. Mais en tout cas, salut Aurélie, Cassandre et Marine. Salut tout le monde. Salut. Donc, vous allez bien? Ça va super, super week-end. Ouais. Bonne année. Oui, bonne année Romain. Ouais. Bonne année à vous trois. Et d'ailleurs, Marine, c'est Marine qui nous fait une Martelsbourg-Rosseland, qui n'était pas là sur les premières courses de décembre et qui nous revient. Marine, ça va? Tu penses que tu seras prête pour les mondiaux? J'espère. Écoute, en tout cas, j'apprends que j'avais gagné le Gros Globe l'année dernière, donc ça me fait très plaisir. Ouais, et aussi que tu as brillé aussi aux Jeux Olympiques, faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai brillé aux Jeux. Sacré palmarès. Ouais, en tout cas, sacré palmarès pour Marine. On a la chance d'avoir Marine avec nous. Elle va nous analyser toutes ces courses avec toute son expérience. Mais non, en tout cas, heureux de vous retrouver pour ce débrief de Pokljuka. Et bon, alors pour le programme, comme d'habitude, on va nous débriefer en premier la Coupe du Monde féminine, en passant par l'équipe de France, et notamment Julia Simon, qui a encore brillé en Slovénie. On passera donc aussi par la planète biathlon, avec une Elvira Auberg en grande forme à Pokljuka. Ensuite, on fera un entre-deux en parlant des relais mixtes, parce qu'on ne peut pas les placer chez les hommes ou chez les dames. Donc évidemment, on parlera notamment des superbes performances françaises. Ensuite, on parlera de l'équipe de France masculine, où là, on a des performances contrastées, entre enfin le premier podium pour Quentin Fillon-Maillet et les déboires d'Emilien Jacquelin, qui est vraiment pas au mieux. Aussi, on parlera de la planète biathlon avec Johannes 2, toujours au sommet de son art. Voilà, et évidemment on parlera aussi de l'EBU Cup, quelques mots avec Marine, et on enchaînera avec le programme de Repolling. Bon les filles, le programme vous va? Très bien. Oh oui, impeccable. Ok, c'est parfait. Allez, jingle. Donc pour commencer, vous avez l'habitude, on va commencer par la question rituelle. Quelle est pour vous la course du week-end? Allez Aurélie, à toi. Moi c'est la poursuite homme. Pas tellement pour le résultat. C'est un peu la victoire de Johannes, c'est un peu anecdotique on va dire, mais pour la bataille pour la deuxième place entre Quentin et Tarier. Cassandre, même chose pour toi aussi? Ouais, c'était la poursuite homme, ça fait vraiment plaisir de voir Quentin sur le podium après ses premières étapes. Alors c'est compliqué de dire compliqué parce qu'en soi c'était pas du tout catastrophique, mais on le voyait un peu à la peine, et là c'est cool de le voir sur le podium, et puis le podium, ça fait toujours plaisir. Donc parfait podium sur la poursuite. Et pour toi Marine, c'est une course féminine? Oui, faut bien être un peu original, tout le monde a dit la poursuite homme, alors je dis le sprint dame pour la densité. C'est des courses qui sont très très denses, côté féminin. C'est vrai que sur des dossards assez éloignés, on peut toujours espérer des perfs, pas forcément podium, mais au moins placé top 10, placé top 15. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de suivre jusqu'au bout ces courses, et puis ça amène à des poursuites généralement assez serrées, plutôt intéressantes. Ok, moi je vais rejoindre sans originalité
Aurélie et Cassandre, hein, cette poursuite masculine, au-delà de la victoire de Johannes Beu, incontestable et incontestée de ce début de saison. Ouais, c'est cette bataille pour le podium et notamment cette craquante de Sturla Holmgren, hein, qu'on n'a pas vu venir, hein, sur le troisième tir, où il nous fait une double faute sur ses deux dernières cibles, et ce qui a totalement relancé cette course au podium justement, et donc avec un Quentin enfin sur la boîte et un Tommaso Giacomel au top de sa forme, qui promet de belles choses pour la suite et peut-être Pauling. Donc j'ai choisi cette course-là. Très bien. Bon, maintenant on va parler donc de la Coupe du Monde féminine, hein, et honneur aux Bleus et honneur à la numéro 1 mondiale Julia Simon. Hein. Alors si elle perd des points au général, hein, face à Elvira Oberg, Julia Simon a réalisé une superbe semaine à Pokljuka, hein, 2 podiums individuels, hein, deuxième du sprint, troisième de la poursuite et aussi la victoire sur le relais mixte. Hein. Donc ce qui compte, ce qui porte son compteur à 7 podiums individuels depuis le début de l'hiver. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Julia Simon de ce qu'elle produit, hein, depuis Kontiolahti? C'est encore vraiment une super semaine. Enfin, on me dit ça toutes les semaines en fait maintenant de Julia. Et ouais, ce qui m'impressionne le plus, je dirais 2 choses. C'est la niaque dans son ski. Là, on l'a particulièrement vu sur la poursuite, mais à ne jamais abandonner, toujours faire le meilleur, mais tout donner. On sent que tout a été donné sur la piste pour essayer de grappiller chaque seconde. Et puis la sérénité sur ses tirs, en témoignent les commentaires de, je crois que c'était Anaïs Chevalier-Boucher, mais même Quentin et Fabien le disaient un peu aussi avant à Tanguy Carroisse, où quand ils disaient, ils étaient interviewés à la fin du relais, ils disaient oui, non mais c'est bon, c'est Julia, elle s'est tirée, ça va passer quoi. C'était vraiment tout le monde a une sorte de sérénité à propos de son tir, et même nous quand on la voit tirer, on est limite rassurés, un peu comme des fois on pouvait l'être avec Martin, je trouve, on se disait ça va rentrer quoi. Donc voilà. Ok. Aurélie? Moi, c'est un peu le même avis. C'est que même, c'est un peu, même quand ça va un petit peu moins bien, même quand elle est un peu plus en difficulté, on va dire que les week-ends précédents, enfin l'étape précédente, elle est quand même là. Elle lâche rien. Elle a la gagne. Elle y va. Elle y va. Elle est là pour gagner. Elle a le mental. Après, bon, voilà, ça va un peu moins bien. Ça reste à relativiser, on va dire. Mais on voit qu'elle en veut, quoi. Toi, Marine, c'est surtout sa régularité depuis le début de l'hiver? C'est vrai bon, après, ça rejoint un petit peu ce que les filles ont dit, mais ça, voilà, on l'a connu beaucoup yo-yo à faire, le yo-yo pas mal sur les saisons précédentes. Tata yo-yo, oui, on va dire ça comme ça. Mais et là, cette saison, elle se comporte comme quelqu'un qui joue le gros globe, c'est-à-dire que c'est savoir quand on est un petit peu moins bien, sortir le tir qu'il faut pour quand même figurer et faire un podium qui est encore plus important cette année avec le nouveau système de répartition des points. Notamment, on pense à donc ce dernier tir sur la poursuite qui lui permet de remonter sur le podium et qui clairement a toute son importance quant au comptage final et qui lui permet de garder une avance, on va dire, pas confortable, mais une avance certaine sur Elvira. 31 points d'avance pour Julia Simon, hein, qui a quand même perdu de précieux points en Slovénie, mais qui est toujours en tête. Et oui, Julia qui avait pas la forme des grands jours, hein, en Slovénie. Alors sur le sprint, pardon, ça allait, mais sur la poursuite, on l'a tout de suite vu serrer les dents dès le deuxième tour, je crois, il me semble. Sur le relais mixte, elle a su gérer son effort, mais oui, elle a su faire le travail sur le tir et sur le pas de tir. Et surtout, on sait qu'à Pokljuka, on l'a vu, hein, notamment chez les filles, il fallait surtout bien tirer. Un pas de tir qui est plutôt entre guillemets facile, hein. Bon, ça descend avec une petite descente pour bien récupérer, pas trop vanter en plus. Julia qui a fait le travail. Et j'avais un petit quiz, une petite question pour vous, parce que alors je le disais, Julia est à 7 podiums individuels depuis le début de saison. Pour vous, c'est quelle athlète française a le record de podium sur une saison? Sandrine Bailly. Sandrine Bailly pour Marine. Marie Dorin pour moi, peut-être.
Ouais. Cassandre. Ouais, j'ai dit aussi Marie Dorin, ouais. Et oui, c'est Marie Dorin-Habert sur la saison 2015-2016 qui a 11 podiums. C'est le record d'une Française. Et là, il reste 15 courses. Julia en est à 7. Est-ce que vous pensez que Julia peut atteindre ce record? Bon, un record qui n'a pas forcément de valeur, mais qui peut montrer sa régularité tout au long de la saison. Est-ce que vous la voyez atteindre au moins les 11 podiums? Ah bah, il vaut mieux si on veut qu'elle gagne le général. Ça serait plutôt pas mal. Et il reste Ouais, il le 15 faudra, courses. ouais. Elle en a 7. Ouais, avec les mondiaux. Ah oui, je pense, oui. Ah oui, oui. Marine aussi, tu penses que Oui, elle oui, peut, oui, il en a déjà 7. Ça fait Elle a un pas besoin, podium ça- toutes les 3 courses. Ouais. C'est... Mm. Oui, si, je pense. Après, je pense Ouais. que j'allais dire, c'est pas qu'elle, enfin, elle s'en fout, elle ne regarde pas ça du tout, mais Mais ça va jouer, mais ça va oui, compter c'est pour le pas- général. Hein. c'est Mm. un podium, c'est ce que ça représente, c'est le biathlon que ça représente et voilà les points en général que ça représente. Et puis bah si ça fait battre entre guillemets ce record, et ben c'est tant mieux, mais c'est pas comme ça qu'il faut le regarder, quoi. Surtout que avec le nouveau système de points, les places sur le podium coûtent plus de points. Oui, voilà, c'est Sont ça. mieux, Mieux plus valorisé, gratifiés, ouais. donc mieux valorisés. Donc c'est ça, il faut voir ça aussi de ce sens-là. Donc si c'est clair que face à une grande Elvire Heuberg qu'on a eu sur les dernières courses, il va falloir monter sur le podium et ce record de podium va venir naturellement pour Julia si elle continue à performer comme ça. On lui souhaite en tout cas, ça sera bon signe dans cette course aux deux sards jaunes. Très bien pour Julia Simon, hein, qu'on espère donc qu'elle va continuer sur ce rythme-là en Bavière. Maintenant, on va parler de deux autres satisfactions du côté tricolore. Donc, je parle de Sophie Chauveau et Lou Jean Monod, hein, Sophie Chauveau qui a terminé 8e et 11e de courses individuelles, et Lou Jean Monod 10e et 13e, en plus de sa deuxième place sur le relais mixte simple avec Antonin Guigona. Donc les deux Françaises qui se sont finalement bien installées sur la Coupe du Monde à présent. Clairement, sont aussi bien installées dans le top 20 du général de la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes étonné justement de cette adaptation rapide sur le circuit des deux tricolores? Étonné, c'est pas pour leur entre guillemets sans leur manquer de respect, parce que ce qu'elles font, c'est vraiment elles se sont, oui, voilà, c'est le mot, adaptation rapide. Bah encore plus Sophie, je m'y attendais vraiment pas, et pourtant je lui prête de grandes qualités à ski, et j'ai toujours dit quand on en parlait en off, elle a le niveau pour la Coupe du Monde sur les skis, et ça se verra tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que au tir, ouais, elle l'a dit elle-même, qu'elle a passé un cap. Et Lou et Sophie ayant des qualités opposées, j'ai l'impression que chacune a progressé là où elle avait plus entre guillemets de faiblesse. Et j'ai l'impression que voilà, le nouveau coach a fait beaucoup de bien sur les skis à Lou. Sophie, alors peut-être c'est comment, Jean-Pierre. L'arrivée de Jean-Pierre Matt. Putain, j'allais dire Jean-Pierre Madère. Oh, c'est presque ça. Voilà, à force de Style faire quand de même. la Kumba. Non, ouais, l'arrivée de. J'ai l'impression qu'il a mis un petit peu aussi son grain de sel là-dedans. Je me dis qu'il y a peut-être de ça aussi. Donc, je suis ravie pour elle, parce que c'est vrai qu'elles sont jeunes, pleines de promesses. Et puis, on avait eu Lou en podcast cet été, qui nous avait fait part de ses ambitions. Donc, ça fait plaisir de l'avoir, voilà, un peu concrétiser un petit peu toutes ses ambitions, alors que le circuit Coupe du Monde, c'est passer de l'IBU Cup à la Coupe du Monde, c'est quand même un gros gap, et elles le font parfaitement. Vous êtes d'accord, Aurélie et Cassandre, sur ça? Totalement d'accord. Ouais. Et puis on pouvait se demander si elles allaient pas, si c'était pas, parce que les deux, elles ont un petit peu explosé, si je puis dire, au Grand Bornand. C'était vraiment Ouais. un peu une étape révélation toutes les deux. Même si on a beaucoup parlé de Sophie, parce que Grand Bornand, 4e fleur, c'était incroyable, et qu'elle a failli faire podium. Mais Lou aussi, elle a vraiment explosé aussi en même temps. Et on ne voit plus, on peut se demander, est-ce que c'est pas entre guillemets
que des petits coups d'éclat, parce que souvent, en début de carrière en Coupe du Monde notamment, ça peut faire facilement des hauts et des bas, etc. Et là, elle persiste encore déjà sur 3 courses au Grand Beau, là encore cette semaine, Lou en relais, donc vraiment étonnée de cette adaptation. Ouais. D'ailleurs, est-ce que pour vous, elle devait être alignée sur le relais féminin de RuPaul samedi? Oui. Oui. Parce que bon, il y a Anaïs Chevalier et Julia Simon, je pense qu'elles ont leur place. Oui. Mais après, à son concurrence directe avec Chloé Chevalier et Caroline Colombo. Et enfin, en tout cas, la logique voudrait que, dans la logique des résultats, voudrait qu'elle soit titulaire. Après, Au est-ce que moins, vous voyez Sophie, ça comment, vous? il faut tester. Je pense que au vu de la dynamique, de leur dynamique, il faut absolument tester Sophie en relais, parce qu'on va en parler sûrement après, mais elles postulent quand même toutes les deux pour une place de titulaire au monde, et il faut se servir de ces derniers relais féminins pour trouver la compo idéale, et je pense qu'il faut tester Sophie. Enfin, pour moi, il y a pas d'autre solution, à moins qu'il y ait vraiment une contre-performance sur l'individuel. Je vois pas de raison de pas les mettre, au moins l'une des deux, voire les deux. Il y aura peut-être même, peut-être pas ce week-end ou le week-end d'après, une impasse de Julia ou d'Anaïs Chevalier. On n'est pas à l'abri de ça, donc il faut vraiment se servir de cet effectif qu'on peut faire tourner, et penser aux mondiaux, parce qu'il n'y a pas vraiment à part Anaïs et Julia, pour moi, il n'y a pas vraiment de place acquise. Et puis quand bien même elle ferait une mauvaise, un mauvais individuel par exemple, au final là sur les 2 dernières étapes quand même elles étaient meilleures que Caroline Colombo, que Chloé Chevalier, donc ça serait justice entre guillemets de leur attribuer une place. Et puis oui, comme disait Marine, de les tester quoi, parce que il en reste 2, donc c'est maintenant ou jamais pour les mondiaux. Il y a encore le temps, mais il faut le faire dès la semaine prochaine. Et Lou, qui avait fait déjà ses preuves en début de saison, qui était présente sur le relais victorieux à Orpheus. Donc la Oui, question c'est plus était pour surtout portée, Sophie, ouais. pour Sophie, voilà, on va dire, oui, qui n'a pas encore fait de relais Oui, tout on court. va pas la lancer en sur Coupe un du relais Monde. des mondiaux sans expérience. Parce que le premier relais, je veux dire, Lou, par exemple, elle s'était fait avoir, et faut, si on veut si jamais Sophie courait le relais des mondiaux, il faut qu'elle ait au moins ce petit relais d'avant pour enlever cette appréhension de le relais Coupe du Monde, je fais partie de l'équipe et tout. Enfin, ce serait pour moi suicidaire de la lancer directement sur le relais des mondiaux sans l'avoir essayé avant, entre guillemets. Ok, bon on verra ça. Donc le relais féminin, c'est samedi à RuPaul, et oui, peut-être que l'individuel de jeudi sera peut-être aussi déterminant par rapport à la composition, et on sait aussi une mass start le dimanche. Et aux états de forme, Faudra voilà. voir ça. Et aux états de forme. Ouais. Mais bon, Sophie a l'air de tenir le rythme. Non, mais pas Sophie, mais plutôt je pensais aux leaders, moi, plutôt Oui. à Julia, à Anaïs. Je pense que sur un des 2 relais, il y aura une impasse pour l'une, pour l'autre. Peut-être même chacune fera une impasse sur un des 2. Ouais. Enfin, voilà, parce qu'un individuel, en plus, voilà, c'est la course la plus longue, donc ce serait pas étonnant. Enfin voilà, je pense qu'il faut s'y attendre. Ouais. Donc soit à RuPaul ou à Antols, de toute façon, Sophie devrait avoir normalement au moins sa chance sur un des relais avant les mondiaux, et on espère pour elle, voilà, qu'elle en fasse un, parce qu'au vu de son début de saison, Ce ne elle serait le pas mérite amplement. ce serait mérité. Ouais. Ouais, exactement. Bien, alors pour les satisfactions, maintenant on va passer à Caroline Colombo et Chloé Chevalier, qui ont réalisé un week-end presque similaire à Pocluca, en dehors du top 20, pendant que Lou Jean Monod et Sophie Chauveau continuaient de s'affirmer course après course. Pour vous, vous êtes inquiète le plus pour Caroline Colombo ou Chloé Chevalier, par rapport à une place titulaire en Coupe du Monde, ou même par rapport aux mondiaux? Moi, un peu les deux, je t'avoue, mais j'ai l'impression que Chloé a une place plus sûre dans l'équipe que Caroline. Ouais. Après là, c'est du ressenti. Du ressenti. Oui, le Stade voilà. français fait plus confiance. Ouais. J'ai l'impression. Après, c'est un ressenti personnel, je sais pas, mais j'ai l'impression que s'il y en a une qui doit redescendre, pour moi, il garderait plutôt Chloé. Mais bon. Ouais. Après, justement, ils ont déjà donné beaucoup de confiance à Chloé, du coup.
Et je me dis, est-ce que, entre guillemets, si on doit choisir entre les deux, à niveau, à peu près équivalent, ou voilà, à performance à peu près équivalent sur les week-ends qu'elles font, du coup, pourquoi pas laisser cette fois-ci la chance à Caroline Colombo. Je le vois plutôt comme ça, mais bon. Oui, puis moi, il n'y a rien qui justifie. Moi, je pensais plutôt à la place de titulaire dans les 4 meilleures françaises, quoi, en gros, Ouais. en danger pour Chloé que l'IBU Cup possible, parce que voilà, Chloé 20e, Caroline 26e du général. Si tu descends à ce Oui. niveau-là, Ouais, pour moi, c'est sûr. c'est pas, pour l'instant, il n'y a Oui. rien qui le justifie. Mais à place titulaire pour les mondiaux, quoi. Et puis voilà, c'est la place de titulaire pour les mondiaux. Je pense que Caroline, ça me semble un petit peu compliqué, à moins de claquer un podium sur les 2 étapes qui viennent. On n'est pas à l'abri, hein. Tant que la saison, tant qu'on n'aura pas passé la fin de week-end d'Antels, on n'est pas à l'abri de ça, d'une surprise. Mais Chloé, elle est en équipe A, elle est censée être titulaire, et pour l'instant, Sophie, Lou ont fait des meilleurs résultats et ont des meilleures performances, puisqu'elles sont toutes les deux rentrées dans la cérémonie des fleurs, chose que Chloé n'a encore jamais fait. Même Caroline l'a fait une fois aussi cette saison. Donc, sachant qu'en plus, elle n'a jamais couru les mondiaux en tant que titulaire, à part sur le relais de Pokluka, elle justifie pas d'une expérience pour les mondiaux suffisante pour asseoir sa place définitivement. En tout cas, pas avec ces résultats-là, alors que Lou et Sophie prouvent qu'elles peuvent y prétendre. C'était un peu long comme phrase, pardon. Non, mais c'était très bien. En tout cas, on comprend un avantage quand même pour Lou, Jean Monod et Sophie Chauveau, que ce soit pour le relais, même pour les mondiaux. En tout cas, de ce qu'elles nous Elles sont montrent, devant, hein, hein. depuis, Bah Bah, oui. au jour d'aujourd'hui, en tout cas. Hein. Oui, au jour d'aujourd'hui, si tu prends enfin, après ça fonctionne pas forcément comme ça, mais si tu prends sur le papier, elles sont devant, elles ont plus leur place aujourd'hui que Chloé et Caroline. Mais bon. Pourtant, ces 2 Françaises, Lou et Sophie, qui ont moins d'expérience sur la Coupe du Monde. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant à voir. Hein, et qui sont plus jeunes aussi. Enfin, alors, pour rappeler les résultats de Caroline, alors 41e du sprint et 23e de la poursuite à Pokluka. Et Chloé, donc 36e et 29e. Donc, il y a quand même une belle remontée de Caroline, on peut voir. Mais bon, après, ça reste en dehors du top 20, ce qu'atteignent justement les autres Françaises. C'est ça aussi qui est Après, plus compliqué par rapport à ça. les 4 Françaises qui feront l'individuel des mondiaux et les 4 Françaises qui feront le sprint poursuite, ce seront peut-être pas forcément les 4 mêmes. Oui, Il y aura aussi. peut-être du changement, peut-être qu'ils sélectionneront quelques athlètes par course. À voir, quoi. Oui. On a Ouais. souvent, un 5e athlète, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, Ou des fois pour 6. l'individuel. Mm. Ouais. On a souvent un demi-titulaire, on va dire, Ouais. dans les équipes, Ouais. qui peut pallier aux absences soit sur l'individuel ou sur le relais, en effet. Ok. Maintenant, on va passer au cas d'Anaïs Chevalier-Boucher. Comment vous analysez le week-end d'Anaïs En plus, on sait que l'Iséroise mise surtout sa saison sur les mondiaux de Burhoff. En tout cas, elle a bien terminé son week-end avec cette belle victoire sur le relais mixte. Moi, je trouve que c'est un peu à l'image de son début de saison, c'est-à-dire que il y a des courses qui sont très bonnes, il y a des courses qui sont bonnes, il y a des courses qui sont un peu moins bonnes. Il n'y a rien de catastrophique non plus. Et elle a fait une très bonne poursuite avec en 19, il me semble, mais son 4e temps de ski, donc c'est du très haut niveau, quoi. Enfin, normal. Elle est en Coupe du Monde, pas pour rien. Mais oui, voilà, c'est comme le début de saison, et elle a fait un super relais, donc où les coachs l'avaient sans doute pris aussi pour son expérience, et elle a complètement tenu le rang de cette expérience. Donc, pas assez différent qu'avant la pause hivernale. Ouais, après, en individuel, ça reste tiède, quand même. C'est pas. Je trouve qu'Anaïs aurait pu. Comment C'est pas dire étincelant, ouais. Il n'y a pas des Ouais, performances, des très elle aurait. hautes performances, ouais. Ouais, après, je trouve qu'en course individuelle, ça reste quand même tiède. À son niveau, on aurait pu attendre à peut-être des courses un peu plus régulières ou un peu plus
un peu plus flamboyante que ça. Mais il n'y a pas de Mais très bon. haut, de très belles performances régulières, à part le podium au Ouais. Grand Beau. Ça reste, oui, pas forcément ce qu'on attendait d'elle au début de saison ou en preview, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, hein, pour Anaïs Chevalier, hein, le juge de paix, hein, on le sait, hein, pour elle, hein, c'est son objectif, ce sera les mondiaux. On espère qu'elle brillera à titre individuel et en relais comme elle l'a fait dimanche. Très bien, maintenant on va passer à la planète biathlon. Et on va passer à la grande dame, hein, de cette étape de Pokljuka, hein. Je parle évidemment d'Elvira Oeberg, un double vainqueur en Slovénie, hein, sur le sprint et la poursuite. Et aussi une belle un beau relais, hein, de sa part, hein, qui lui permet à la Suède de décrocher la 3e place sur le relais mixte. Elle est quand même à son affaire depuis plusieurs courses, hein, déjà le Grand Bornand. Est-ce que vous la voyez imprimer un rythme à la Johannes Bö sur la suite de la saison? Parce que là, elle est quand même dans une très très bonne série, hein. Moi, je pense pas à la Johannes. Je pense que c'est difficile, voire impossible. Non, je pense pas. Peut-être plutôt à la Sturla, à talonner Julia, ou qu'il y ait une bataille un peu comme ça entre Julia et Elvira pour le gros globe jusqu'à la dernière étape. Ça me plairait beaucoup, surtout si c'est Julia qui l'emporte. Mais je pense par contre qu'elle est bien revenue. Elle n'était pas partie, mais je pense que oui, là, par contre, elle est bien concentrée sur cette deuxième partie de saison. Oui, je suis assez d'accord, je la trouve pas aussi, dominante dans le sens où on n'a pas une impression de, même là sur ces 2 courses-là, de totale domination. Alors oui, bon, elle va faire sûrement sur la poursuite, etc. Mais la grande différence avec Johannes Bö, c'est qu'elle a un adversaire, en l'occurrence une adversaire. Donc, comme tu disais, Aurélie, déjà ça amenuise un peu ce côté domination. Après, quelque chose qui va plus en la faveur, entre guillemets, du domination, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus régulière, je trouve, cette saison que les autres saisons. Elle vient de nous enchaîner 2 20 sur 20 à la suite, alors qu'elle n'en avait jamais fait en carrière. Donc, elle va sans doute continuer sur du très haut niveau sur toute la saison, mais elle aura Julia à battre quand même, au moins. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, que ce soit au Grand Bornand ou à Pokljuka, Elvira Oeberg est moins performante à ski. En tout cas, elle domine moins ses adversaires, et pourtant c'est sur ces 2 étapes-là qui a fait ses meilleurs résultats. Finalement, elle a peut-être trouvé, Marine, je sais pas ce que tu en penses, mais elle a peut-être trouvé un équilibre, peut-être, de son biathlon qu'elle n'avait pas au début de saison. Oui, finalement, elle montre qu'elle est capable de tirer son épingle du jeu quand ça va un peu moins bien à ski. Et c'est la marque des grandes. Donc, c'est comme ça qu'elle pourra, grappiller des points. Et c'est vrai que quand on a tendance à dire que quand on se repose un peu trop sur son ski, on se relâche un peu sur le tir, mais il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux, et en faisant un tir parfait pendant toutes les courses de ce week-end, voilà, elle a montré que elle en était tout à fait capable. Et elle peut en remettre un peu sur les skis quand on a besoin, j'en doute pas une minute. Et c'est aussi un équilibre qu'a trouvé Julia Simon, hein, déjà depuis le début de saison, hein, entre son ski et son tir. Donc on retrouve devant, hein, sans surprise, les 2 meilleurs de cette saison, et qui sont finalement bien devant, hein. Dennis Zerman, hein, qui compte pas mal de retard sur Julia Simon et Elvira Oeberg. On l'avait déjà dit même au Grand Bornand, mais là on va vers une lutte pour le général entre Elvira et Julia Simon, sans surprise, hein. Pour vous, il n'y a pas de suspense par rapport à ça? Non, il Non. n'y a pas de suspense, mais par contre, ça va amener du suspense entre les deux, ça va être trop bien. Un petit mot, hein, sur sa sœur, hein, Anna, hein, qui n'était pas là, hein, sur cette étape de Pokljuka, hein, qui était malade, et qui a permis d'ailleurs ce forfait à Stina Nilsson de rester sur la Coupe du Monde, hein. Et bon, malheureusement, Stina Nilsson, hein, qui n'a pas profité de cette étape, hein, pour se refaire la cerise ou regagner sa place, hein, parce qu'elle a terminé à la 64e place. Et si Anna Heuberg est bien de retour à Ruhpolding, bon, normalement, Stina Nilsson ne sera pas en Bavière dans quelques jours. Donc, début de saison très très compliqué pour Stina Nilsson, hein, qui avait montré de beaux progrès l'an dernier, et qui là, malheureusement, a un peu régressé. Donc,
peut-être un retour en IB Cup, hein, sans doute même pour l'ancienne fondeuse. Voilà pour le côté suédois. Maintenant, on va partir du côté de l'Italie, avec un week-end assez contrasté sur les courses individuelles, donc dans l'équipe italienne, avec les déboires de Lisa Vitozzi, hein, sur le sprint, 65e avec 6 fautes, notamment un tir couché catastrophique avec 4 erreurs, tandis que sa coéquipière Dorothea Virer enchaînait donc les podiums, donc 2 podiums sur le sprint, donc 3e et la poursuite 2e. Alors ensuite, elles ont réalisé un beau podium ensemble sur le relais mixte. Donc Dorothea Virer qui est désormais 5e du général, Lisa Vitozzi 9e. Donc les courbes se croisent un peu entre les deux Italiennes. Vous préférez mettre en avant quelle performance des deux Italiennes? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement de ce week-end transalpin? Ça fait autant plaisir de voir Doro sur les podiums et revenir comme ça en bonne forme que de voir Lisa s'enfoncer sur une étape comme cette étape-ci, je trouve. Donc c'est un peu compliqué, mais on va rester positif. Donc Doro. Ouais. Et Marine, hein, Doro toujours là, hein, malgré les années. Hein, Ah. son palmarès déjà fait, toujours au rendez-vous. Hein. C'est ça qui est impressionnant aussi. Hein. Oui, ben, elle nous a montré que elle a eu raison de continuer sa carrière, tout simplement. Et on sait que bon, pour le général, ce sera difficile, mais des victoires, un top 5 peut-être du général, hein, aller chercher, même si évidemment on retient surtout Des le titres. gros globe, mais les titres mondiaux en relais notamment, on voit que même si Lucas Hofer n'est pas là cet hiver, ça a fait l'affaire avec notamment un Tommaso Giacomel qui s'est révélé quand même grandement révélé à Pokljuka. Le relais féminin aussi, hein, qui est souvent dans le coup, c'est et quand il y a une grande Dorothea Virer, forcément ça porte une équipe et clairement un retour. Une continuité de carrière, hein, oui, qui a bien fait de prendre Dorothea Virer, qui est toujours présente, et ça nous fait extrêmement plaisir. Mais c'est vrai que pour Lisa, ça nous a fait un peu peur, hein. Enfin, ça nous fait peur, hein, forcément, ces tirs couchés. En plus, apparemment, l'entraînement du lendemain, c'est pas forcément très bien passé. Apparemment, il y a eu quelques larmes, de ce qu'on a appris sur la chaîne d'équipe. Bon, sur le relais. Oui, sur le relais, ça c'est semble- plutôt. Le problème, c'est que sur les relais, ça se passait plutôt bien, hein, Ouais. les dernières années. C'était surtout sur les courses individuelles qu'il y avait un Ouais. souci. Donc, Il y a déjà eu un on peu espère- des ouais. problèmes au Grand Bornand aussi avec Lisa Vitozzi sur la mass start, il me semble, sur le coucher où elle est un peu retombée dans ses travers, je crois. Ouais, ou fait une ou deux fautes, ouais, au début, ouais, c'est ça exactement. Mais bon, on espère que ce n'est qu'une parenthèse, hein, pour Lisa Vitozzi, qui a fait un très beau relais mixte, hein, et qui, on espère s'est relancé, en tout cas pour la suite de ce mois de janvier. Très bien, alors maintenant je vais vous proposer quelques performances notables sur cette semaine à Pokljuka, et vous allez me dire laquelle vous retenez. Alors, j'ai pour vous le retour aux affaires de Paulina Fialkova, donc qui a fait 2 fois 4ème sur les courses individuelles. J'ai le retour à la compétition de Martelsbourg-Rosseland, qui a fini 16e et 8e. Le très beau week-end collectif des Suissesses, 4 dans les 20 premières places sur les courses individuelles. En plus aussi, on peut parler du relais mixte simple, hein, où Ami Berserga et Niklas Herdweg font podium, ou autre. Qu'est-ce que vous retenez donc de ce week-end avec tout cela, Aurélie? Moi, je retiens le retour de Marthe Olsby-Reuseland, qui C'est est... bizarre. Non, alors c'est pas parce qu'elle est norvégienne, mais c'est parce que c'était quand même la patronne de la saison de l'année dernière et que ça fait de la peine de savoir qu'un biathlète, et surtout un biathlète de ce niveau-là, ne va pas bien, enfin est malade ou souffre de comment ça s'appelle, de séquelles de maladie. Et là, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir de retour sur le circuit. Vous, Cassandre et Marine, c'est plus du côté de nos amis helvètes, hein. Oui, même le week-end, que ce soit sur les relais mixtes ou les Suissesses qui n'étaient pas trop à leur avantage l'année dernière et qui ont, sur cette saison, elles sont vraiment présentes. Bon, derrière la carabine, ça c'est pas une surprise, mais elles sont là sur les skis et je pense qu'elles sont bien équipées aussi. Le service, au fartage, ils font du bon boulot à mon avis. Ok. En tout cas, Amy Bersaga, hein, qui avait un début de saison un peu compliqué, mais qui a passé la vitesse supérieure à Pokljuka avec une 14e place sur le sprint, une 12e sur la poursuite.
Et son comparse Niklas Hardweg aussi qui fait de belles performances depuis le début de saison. La relève, ils ont tous les deux 22 ans. La relève suisse est là, hein, en tout cas. Hein. Puis ça faisait C'est vraiment intéressant, hein. plaisir de les voir sur le relais mixte simple et l'émotion à l'arrivée était vraiment super belle et de les voir faire un podium, une troisième place. C'est pas tous les jours qu'on voit des équipes des Suisses et des équipes de Suisse sur le podium en biathlon. Donc ça faisait vraiment plaisir. Même Niklas Hardweg qui a fait une superbe début de saison déjà. Voilà, que ça se concrétise encore un peu plus, même s'il a déjà fait un podium au début sur la course d'ouverture. Mais voilà, avec Miba Sarga, c'était vraiment un joli moment, j'ai trouvé. Ouais, mais c'est ce que nous offre aussi souvent les relais mixtes simples. Hein, c'est des courses plus ouvertes. Des fois, on a eu l'Estonie à Pokluka déjà. Hein, en 2020. Il y a aussi eu les États-Unis. Voilà, c'est un format qui est ouvert, qui est beaucoup plus ouvert et qui permet aux petites nations qui n'ont pas autant d'athlètes d'expérience, autant de densité comme peuvent avoir les Français et les Norvégiens qui peuvent aligner 2 relais sur le mixte et sur le mixte simple. Là au moins, oui, ces petites nations peuvent tout concentrer sur un relais et ça permet de faire de claquer de belles places et c'est ce qu'ont réalisé les Suisses. Donc très bien, voilà pour la partie féminine. Alors là on va faire un entre-deux pour parler des relais mixtes. Donc l'équipe de France a magnifiquement terminé sa semaine en Slovénie, hein, en prenant donc la 2e place du mixte simple avec Lou Jean Monod et Antonin Guigona. Et en plus du succès sur le mixte traditionnel, hein, avec Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Chevalier-Boucher et Julien Simon. D'ailleurs, c'était les premiers et derniers relais mixtes avant les mondiaux d'Oberhof dans un mois pile. Est-ce que pour vous, on retrouvera ces mêmes compos aux mondiaux justement? Oui, enfin, c'est un peu compliqué de le dire, mais ça a bien marché, donc pourquoi changer? C'est vrai que il y a Emilien, il y a le cas Emilien entre guillemets, mais après, Ouais. on l'a pas, même si on sait ce qu'il peut donner sur le relais mix, on l'a pas encore, on l'a pas vu cette saison. Il faut peut-être pas lui donner non plus trop de responsabilités. Donc vu que ça a fait podium, je vois pas de raison de changer. Après, on sait que sur les mondiaux, les 2 relais mixtes ne se disputent pas le même jour. Il y a peut-être ça aussi à prendre en compte, peut-être pour la compo des relais, alors que là, on sait que une Julia Simon, qui est championne du monde en titre, du relais mixte simple, ne pouvait pas faire partie de 2 courses. Donc peut-être que ça jouera aussi de ce côté-là. Oui, moi c'est ce que je me disais aussi peut-être, mais ouais. Vas-y. Ouais. Non, mais que peut-être il préférerait une Julia, une Lou par exemple sur le simple, parce qu'on sait que ça marche bien, mais oui, ce que Marine vient de dire, c'est intéressant aussi sur en fait, la fraîcheur du moment, où on sait que les enjeux de la saison sont pas non plus les mêmes pour Julia ou pour Lou, donc c'est compliqué à dire avec un seul relais en préparation pour les mondiaux, pour les relais mixtes, ouais. D'ailleurs, on parlait de Sophie tout à l'heure. Est-ce que vous avez été surpris que Sophie soit pas alignée sur le mixte simple? Enfin, en tout cas, sur l'un des 2 relais, pardon. Non, parce qu'elle en a jamais fait Marine encore. Et le relais mix, normalement, c'est une étape après le relais féminin ou masculin. Donc, pour moi, il faut d'abord courir un relais, entre guillemets, par sexe avant d'être aligné sur un relais mix. Ça paraît la hiérarchie normale, quoi. Pas arrivé dans le bon sens, quoi, pour elle, où elle a commencé à performer après les relais femmes qui étaient déjà passés. Donc, au final, elle se retrouve dans des relais où il n'y a pas beaucoup de places. Du coup, il y a 3 places pour les femmes. Et même si, au final, elle est 2e ou 3e française, on préfère l'expérience d'Anaïs Chevalier-Boucher, par exemple, à Sophie Chevaux. Donc, c'est entendable, mais j'aurais bien aimé voir Sophie quand même. Ouais. Peut-être pas trop se griller non plus avec ses belles performances en individuel, rester sur la dynamique, parce que plomber un relais aussi, ça peut être compliqué aussi à gérer de ce côté-là et pour enchaîner par la suite. Après, faut peut-être passer par là aussi un jour pour tous les athlètes. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a le relais féminin qui arrive la semaine prochaine, donc elle y sera sans doute et peut-être que il y passera la semaine prochaine, quoi. Ce sera une première étape, avant peut-être un mixte, alors sans doute pas aux mondiaux, mais peut-être après, plus tard dans les prochaines années. Mais oui, c'est vrai que Sophie aurait très bien pu avoir cette place, oui.
sur le mixte. Pour terminer sur les mixtes, un petit mot quand même sur le relais mixte belge. L'équipe belge, qui pour la première fois, Marine, c'est ça, pouvait Oui. s'aligner sur cette épreuve. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme espéré, parce que alors, Florent Claude avait fait un très bon début de course. D'ailleurs, on avait eu, je crois que c'était après le tir debout, les deux frères Claude qui ressentaient ensemble en tête. Claude Une et belle Claude. image. Voilà. Mais malheureusement, c'est après pour Thierry Langer qui a chuté, qui a connu de gros problèmes et qui a malheureusement fait reculer la Belgique et avec une 10e place finale. Bon, les regrets, forcément, parce que forcément, on suit de près aussi cette équipe belge, composée notamment de Belges originaires de France. Déception de ce côté-là, forcément. Ouais, c'est dommage. Ils avaient entamé la course vraiment superbement. Et bon, après, c'est des faits de course, ça arrive, mais c'est vrai que c'était pas la bonne course pour une chute. Voilà. En plus, on sait qu'ils avaient pas mal misé sur ce relais. Enfin, on en parlait beaucoup. C'était le premier relais, tout ça. Et c'est dommage, avec en plus les premières courses de Maillard en Coupe du Monde, qui avait fait de belles courses individuelles. 43e du sprint, 42e de la poursuite. Je sais que Marine, tu l'as su aussi pas mal, Maya. Tu as été quand même assez surpris dans le bon sens aussi de cette adaptation en Coupe du Monde. Oui. À ski, il y a clairement eu du progrès, donc c'est sympa de pouvoir l'avoir en Coupe du Monde et puis de pouvoir profiter d'un premier relais mixte belge. C'était un peu l'optique de la faire monter aussi, mais elle a montré qu'en individuel, elle avait pris la poursuite et c'est le plus important sur la première sortie en Coupe du Monde. Pas encore les points, mais peut-être plus tard dans la saison. Et puis le relais mix, c'était frustrant, mais c'est quand même aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça peut en amener d'autres. Et donc, peut-être qu'on pourrait voir après d'autres relais mixtes un jour et donc qui se passe mieux. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et bon, vu le problème qu'a eu Thierry Langer, oui, ça ne peut que mieux se passer les prochaines fois, on n'en doute pas. Mais en tout cas, ils ont un beau quatuor qui peut aller chercher un beau résultat. Alors peut-être pas un podium, et encore, on sait jamais, dans une course dans des conditions capricieuses, ça peut, pourquoi pas aller chercher quelque chose de bien, mais en tout cas, il y a une belle équipe homogène, je trouve, qui peut aller chercher de beaux résultats dans le futur. Ok, très bien. Bon, maintenant, on va passer à la Coupe du Monde masculine. On va parler de l'équipe de France, et notamment donc des deux leaders, Quentin Fillon-Maillet et Emilia Jacquelin. Et je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cette semaine entre la non-combativité d'Emilia Jacquelin sur le sprint, qui a laissé filer la poursuite dans le dernier tour, donc du sprint, ou le premier podium de Quentin Fillon-Maillet donc sur la poursuite? Qu'est-ce que vous retenez? Un peu à l'image des Italiennes, on a envie de retenir le meilleur. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'ai envie de retenir Quentin qui enfin monte sur le podium cette saison. Et ouais, c'était génial de le voir aussi heureux de le voir enfin assembler toutes les pièces du puzzle, que ce soit le tir, les conditions de piste, le ski, la confrontation, etc. Et de le voir enfin triompher, pas triompher deuxième, mais c'est quand même un petit triomphe. Et de pouvoir, il s'est vraiment battu. C'était une belle course, malgré une domination de Johannes Beu. Donc, Quentin, ouais. Ouais. Pareil aussi pour toi, Aurélie? Oui, moi aussi, Quentin, parce que un peu comme Cassandre, ça faisait vraiment plaisir à voir. Ce podium, il l'a attendu, on l'a attendu. Et puis il a fait ça un peu quand même aussi avec la manière. Ce dernier tour avec Tarier, c'était pas gagné. Il est quand même allé la chercher, cette deuxième place. Et non, ouais, vraiment, c'était chouette. Voilà. Ouais, pour vous, ce podium, il lance définitivement, j'ai envie de dire, la saison de Quentin, qui peut maintenant enchaîner les boîtes, ou c'est encore un peu trop tôt Ouais, je sais pas trop, parce que je sais pas. Je pense qu'il faut voir sur les courses à venir. Ça me paraît rester encore assez fragile, mais ouais, je sais pas. Ouais, on sent que sur les skis, c'est encore limité, on va dire. Voilà.
Voilà, donc Lancer la saison, c'est un grand mot parce que bon, sa pire place, c'est quand même 15e, c'est pas non plus. Oui, ça a lancé C'est pas non plus lancé sa dégueulasse. saison de podium. Lancé Oui, sa oui, saison de oui, podium, bien je sûr. vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de Norvégiens, j'allais dire de concurrence, mais bon, ça marche, de Norvégiens Oui. concurrence. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, enchaîner une saison de podium, bon, ça va être compliqué, mais c'est un bon Ouais. départ. Toi, Marine, tu retiens surtout le mauvais week-end d'Emilia. Hein. Bah oui, malheureusement, c'est vrai que ça a rappelé à des souvenirs un peu pas très glorieux pour lui, si j'ose dire. Voilà, Pokljuka, il en a parlé lui-même, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que voilà, en tant qu'athlète, même si on fait, voilà, c'est le jeu du biathlon, c'est sûr que quand on a la comparaison avec Fabien qui fait un 5 sur 10 et qui arrive à faire 37e, et Emilien qui lâche totalement dans le dernier tour, voilà, je trouve que c'est un peu triste. Et bon, de toute façon, Vincent Vitoz a bien fait passer le message qu'il n'était pas très content de ce comportement. Ouais. Donc voilà. Il a dû se prendre une belle soufflante, Emilien. On a Oui, je l'impression pense, oui. Ah oui, oui. par Vincent Vitoz. D'ailleurs, Emilien qui a fait après un entraînement à part. En tout cas, il est parti seul avec Patrick Favre, s'entraîner sur un autre stade en vue des prochaines courses. Ouais, c'est ça. C'est pour Emilien, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il le disait depuis son titre mondial à Pokljuka même, sur la poursuite. Depuis, alors il y a eu le début de saison de l'an dernier qui avait été très bon. Il avait eu le dossard jaune sur les épaules, la victoire au Grand Mornan. Ce début de saison aussi était Début bon de même. saison Ouais. aussi. Ouais. Mais ça, finalement, ça dure pas. Voilà, ça dure quelques semaines et finalement après on a finalement l'impression de revivre après chaque week-end pareil, enfin avec un Emilien dépité qui est un peu perdu. On dirait qu'il lui manque finalement, comme si la flamme n'était plus là en fait. C'est Il ça. lui manque on dirait l'envie, il lui manque l'envie. Ouais. Je trouve il donne, enfin parfois quoi. Et c'est vrai que c'est un peu triste à voir. Comme s'il était plus passionné par son sport finalement. On a l'impression même de ce qu'on a compris. Je trouvais à travers ces mots finalement comme si le biathlon n'était plus. Enfin, on sait qu'il y a d'autres passions à côté, la photo, tout ça. On dirait, comme s'il était, il est plus concentré à 100% sur le biathlon et que ça ne l'enflamme plus comme ça avait été le cas auparavant. Peut-être que justement d'avoir été titré mondialement, c'était peut-être pour lui l'objectif qu'il s'était donné en début de carrière, et étant donné qu'il se l'est déjà donné les moyens d'avoir réussi à avoir ce titre mondial, peut-être qu'il a perdu quelque chose qui fait que maintenant la motivation est moins grande en lui. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Ouais, je sais pas, c'est compliqué mais à dire pourquoi mais oui, moi c'est l'impression qu'il donne même quand il en parle, c'est que oui, il a du mal à trouver la motivation, il a du mal même à trouver même l'intérêt parfois de faire tout ça. Oui, plus l'impression d'avoir envie de se battre ou de gagner, ou peut-être qu'il a plus, comme tu disais, peut-être qu'il a plus d'objectifs clairs, je ne sais pas. Mais je vois pas trop comment il va sortir de tout ça sans faire un vrai travail de fond sur lui-même, sur qu'est-ce qu'il a envie, quoi, qu'est-ce qu'il veut faire les 5-10 prochaines années. Donc voilà, je sais pas, mais je lui souhaite de trouver. En tout cas, Emilia qui est un peu perdu, un peu déboussolé. On espère que ça ira mieux ces prochains jours et que bon, il sera au rendez-vous pour les mondiaux. On sait que les mondiaux c'est quelque chose à part pour lui. C'est un rendez-vous qu'il ne manque pas. Il est toujours présent donc ces dernières années. Donc on espère qu'il retrouvera la banane. Ouais, je vais dire. Il a envie surtout. Il a envie d'aller chercher l'envie d'avoir envie, tout à fait. Alors maintenant, je vais toujours vous faire un jeu de comparaison. Voilà, j'aime bien ça. J'ai bien envie de vous faire ça sur ce débrief là, de comparaison entre les athlètes. Maintenant, je vais vous prendre Antonin Guigona et Fabien Claude. Vous préférez retenir la belle régularité d'Antonin sur les dernières courses, qui est maintenant bien installé dans le top 20, ou les remontadas de Fabien Claude sur les poursuites? Aurélie. Anto. Marine, Antonin. Ouais, Anto. Ouais, on dit pareil, Pourquoi? mais Oui, Anto.
Parce qu'Anto, c'est un athlète très sympathique qui a eu des. Fabien est méchant, c'est ça? Fabien aussi. Mais Fabien, il est depuis quelques saisons sur une pente ascendante, alors qu'Antonin a eu des hauts et des bas, des saisons pas mal, des saisons moins bien. Ils n'ont pas le même âge non plus. Et moi, je trouve que de voir Antonin comme ça, qui s'accroche, qui reste bien dans le top 20, comme tu dis, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ouais. Même chose pour toi, Marine? Ouais, puis c'est un élément quand même. C'est un liant de l'équipe, je pense. Donc, important. Il est important. Donc, c'est important. Je pense qu'il a la confiance au niveau de son biathlon parce que, à mon avis, pour la vie du groupe, il a vraiment un rôle clé. Alors, tu vois, pour reparler de Fabien un peu, c'est un peu frustrant parce que il nous sort des super poursuites à chaque fois, mais malheureusement, il part toujours un peu trop loin sur les sprints. C'est ça qui est un peu frustrant de ce côté-là. Alors, bon, au Grand Bornand, il avait fait quand même un bon sprint. Hein, il avait terminé 7ème, il me semble, mais il y avait l'armada norvégienne qui était devant lui. Donc, c'était compliqué. Mais pour Fabien, on sent que c'est pas loin. Il manque pas grand-chose d'aller décrocher peut-être un podium ou quelque chose de grand. Mais ouais, c'est pour Fabien, ouais, c'est le enchaîner en fait de courses. C'est ça aussi qui est problématique par rapport à lui en ce début d'hiver, de réussir à enchaîner 2 grosses performances. Et forcément, quand tu enchaînes des sprints et des poursuites, bah ça ne paye pas malheureusement de ce côté-là, surtout quand tu fais la mauvaise performance sur le 10 km. Enfin, le mauvaise performance entre guillemets, évidemment, parce que bon, c'est pas non plus catastrophique pour Fabien. Mais en tout cas, il fait pas une course au niveau qu'il peut le faire sur les sprints. Mais c'est dommage de ce côté-là pour Fabien, qui a fait un très bon relais mixte, faut le dire quand même, qui avait très bien lancé l'équipe de France. 25 secondes Et d'avance qui- pour donner à Quentin, sur un premier relais, ce qui est quand même énorme, quoi. Tout à fait. Et même chose aussi pour Antonin, qui a fait un très bon relais avec Lou aussi. Donc les 2 athlètes qu'on place derrière les 2 leaders, que sont Emilien et Quentin, font le travail, font très bien le travail, même malgré la forte densité norvégienne, ils arrivent quand même à montrer le maillot, à mouiller le maillot. À prendre les miettes. Voilà, à prendre les miettes, des bonnes miettes quand même, Des bonnes miettes, sur ça va. 50 semaines à Pokljuka. Mais non, toujours présent. Un petit mot quand même sur Oscar Lombardo, qui était là à Pokljuka, qui avait fait son retour sur la Coupe du Monde. Ses premières courses étaient à Orfilsen en 2020. Oscar qui s'est invité autour de la 40e place. Plutôt pas mal, avec des points sur la poursuite. C'est Ouais, bien. il a fait le job, ouais. Ouais. Bien. Par rapport à ses premières sorties où il avait il avait fait 2 fois Orfilsen, donc c'était au même endroit à cause du Covid. Il n'avait pas pris la poursuite à chaque fois. Là, il prend la poursuite. Il prend ses premiers points en tirant à 8 sur 10 comme ses sprints il y a 2 ou 3 saisons. Et là, il arrive à rentrer dans la poursuite puis dans les points. Donc ça montre qu'il a progressé à ski notamment. Donc c'est la poursuite puis les points, c'est la suite logique et c'est une progression. Ce qui est intéressant, c'est que sur un sprint d'Orfilsen, donc il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans, Oscar avait fait 86e avec 2 fautes. Là, sur ce sprint de Pokljuka, il fait 43e avec 2 fautes. Donc on voit quand même qu'en 2 ans, Oscar a progressé. C'est ça aussi qui est intéressant pour Oscar. Certes, il ne rentre pas dans les 30 ou il fait pas une performance peut-être marquante comme peut-être peut faire Sophie ou autre, donc on a eu plus de chance que lui. Mais en tout cas, on voit quand même une progression pour Oscar, qui avait aussi fait de belles courses en IBU Cup, ce qui lui a permis de remonter en Coupe du Monde. Et il y a une belle progression de ce côté-là pour Oscar, qui n'a que 22 ans, je le rappelle, qui est aussi très jeune. Donc voilà, et bon, logiquement, on va le retrouver à RuPauling, et pour vous, pas de problème par rapport à ça. Il a gagné sa place, en tout cas, il a a gagné pas sa place perdu. pour l'étape. Il n'a pas perdu. C'est pas mal comme description. Ça va être un casse-tête la semaine prochaine, quand même, parce que entre Oscar qui mérite de rester par rapport à Emilien Claude sur le week-end, mais Emilien Claude qui a fait des 3 bonnes premières étapes, Eric qui a gagné en IBU, c'est compliqué. Ouais, justement, Emilien Claude, qui a terminé 83e du sprint, qui a fait une mauvaise semaine à Pokljuka, qui a été rapide, une semaine rapide, malheureusement pour lui. Et oui, justement, par rapport à
à RuPauling, on a quelques infos. Alors, bon, normalement, quand vous écouterez cet épisode, ce débrief, vous aurez normalement déjà la sélection. Mais normalement, ce qu'a décidé le staff, ce serait de garder le même groupe pour RuPauling, donc les 6 qui étaient à Pokluka, mais aussi faire monter Eric Perrault, hein, qui a été très très bon en IBU Cup, hein, qui a remporté les 2 courses individuelles qui étaient programmées donc, à Bresson-Worsby. Donc ça ferait 7 hommes, 7 garçons. Et on sait qu'il y a 6 quotas donc sur les courses individuelles pour l'équipe de France masculine, comme pour chez les filles aussi. Mais alors, par contre, le truc, c'est qu'apparemment, Emilia Jacquelin ne ferait pas l'individuel, et ni aussi le relais. Et il ne serait aligné que sur la mass start. C'est ça aussi la grosse info. Ce qui veut dire qu'on retrouverait finalement les 3 jeunes de l'équipe, Emilia Claude, Oscar Lombardo et Eric Perrault, sur l'individuel donc de RuPauling mercredi. Super intéressant, Donc, ouais, de les voir les 3 jeunes, enfin la moitié de l'équipe avec des petits jeunes entre guillemets. Ça va être intéressant à suivre, même jusque dans les derniers dossards, du coup, en interne pour la France en tout cas. Ouais. Et donc ces 3 jeunes aussi vont se battre pour la dernière place sur le relais, parce qu'on aura sur le relais samedi, donc logiquement Quentin, Antonin et Fabien. Et les 2 jeunes Français qui ne sont pas retenus pour le relais vont redescendre sur cette même semaine dont on parle là actuellement, là, de RuPauling, aussi en EBU Cup. Une EBU Cup qui a lieu à Pokluka, justement, où la Coupe du Monde part, qui aura lieu de vendredi à dimanche. Donc, alors je sais pas si tout est clair pour vous, mais en tout cas, il y a un peu ça va être un jeu des chaises musicales un peu dans l'équipe de France masculine, normalement cette semaine en Bavière. Donc normalement, ça devrait être ça. Après, on va voir. Tout dépend après si on a un Eric Perrault, Oscar Lombardo ou Emilien Claude qui nous fait un top 5, une super performance sur l'individuel. Ça voudrait dire qu'il serait qualifié pour la mass start. Donc à voir comment, donc s'ils font descendre un ou 2 athlètes finalement en IBU Cup. Et après, ces athlètes-là qui seront redescendront en IBU Cup à Pokluka cette semaine, en fin de semaine, donc rejoueront sans doute la 6ème place pour Antols. Donc c'est un peu compliqué peut-être à l'oral, toutes ces choses-là, mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'Emilia Jacquelin ne fera pas l'individuel, ni le relais normalement aussi en début de semaine, ce qui veut dire qu'il va beaucoup travailler aussi personnellement, avec peut-être Patrick Favre pas loin de lui. Donc on voit quand même il y a un problème comme avec Emilia Jacquelin pour se remettre en question sur pas mal de choses aussi pour lui personnellement. Et peut-être plutôt plutôt qu'une pas une remise à zéro le terme que je cherche, mais plutôt qu'un entraînement entre guillemets physique ou de tir ou peu importe, c'est même une réflexion mentale aussi, prendre le temps quoi. Oui, tout à fait, ouais. Donc à voir, mais en tout cas normalement sur la sélection française, 7 noms français devraient apparaître, en tout cas chez les hommes, pour l'étape de RuPauling, et normalement le groupe féminin ne devrait pas bouger parce que au vu des performances sur les BU Cup, il n'y a pas eu de grandes performances françaises, en tout cas qui font que on peut faire redescendre une fille sur le circuit B cette semaine. Donc voilà pour l'équipe de France masculine. Maintenant on va passer à la planète biathlon et on va parler du maître incontesté de la discipline de ces dernières semaines. Je parle évidemment de Johannes Beu, qui a débuté 2023 en restant sur la dynamique de son début de saison. Des succès larges sur le sprint et sur la poursuite, qui lui ont permis d'ailleurs de creuser l'écart au général de la Coupe du Monde sur Sturla Holmgren. Il y a maintenant 104 points d'avance pour le triple vainqueur de la Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, en Slovénie, Johannes Beu s'est définitivement envolé vers un 4e gros globe? Alors pour moi, oui, sauf si il serait, ça peut arriver qu'il soit malade un week-end. Maintenant, comme on n'enlève plus les moins bons résultats, je pense que si tu es malade un week-end, mais ton concurrent ne l'est pas sur toute une saison, je pense que ça peut quand même faire une grosse différence en termes de points. Si Sturla venait à courir toutes les courses, c'est pas Johannes, on va dire. Mais sinon, je pense quand même que là, Johannes a quand même pris pris une belle avance. Et il a l'air en forme, quoi. Enfin, il a l'air vraiment en forme.
Oui, plutôt, ouais. Ça a l'air Oui. pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. De ce qu'on a vu à Pochuka, oui, à Ça, mettre c'est 50 pas- secondes c'est à tout pas- le monde. Non, mais c'était pas comme il y a eu il y a 2 ans où c'était vraiment, il se tirait quand même la bourre avec Ouais. Sturla sur les courses, si tu veux. C'était quand même très. Là, il a quand même l'air d'avoir un palier d'avance, on va dire. Ouais. Et aussi niveau mental, hein, on sait que Oui. mentalement ça a été aussi compliqué. Il avait aussi des problèmes avec sa carabine, il l'avait changé plusieurs fois. Là, tout semble ok pour Johannes Beu pour qu'il il Ah. y a tout Voilà, droit vers ouais. son Là, roulable. Là. il a même plus besoin de se concentrer sur son tir, en fait. Là, il a 4 balles d'avance de toute façon sur ses concurrents. Qu'est-ce que tu veux? Il est sur un bon. Il surfe sur la vague, Ouais. là. Il est Et dans un bon flot. Il a un boulevard. Hein. Ouais. Pour s'imposer, là, c'est vraiment impressionnant. Après le Grand Beau, je crois, il y a encore un peu en Sturla, etc. Ouais, là, non. Là, il Ouais. m'a calmé. Il a dit non. Je crois qu'il nous a tous calmés là. Oui, Ouais, là, surtout pour sur le son coup, sprint avec une faute, il Ah ouais. relève tout le monde à 1 minute quasiment. Enfin, son frère était 48 secondes. Ça fait mal. Hein. Mais Après, Sturla, il reste en embuscade. Hein. Il est pas. Oui, Bon, là, mais- il commence à y avoir un petit gap, mais il est pas loin derrière non plus. Voilà. À voir, quoi. ouais, comme je le disais, hein, 104 points, la victoire à 90 points. Bon, voilà. Après, Johannes je- Beu est tellement au-dessus en ce moment. Après, on sait jamais. Oui, comme tu Oui, l'as je dit, te hein, dis, malade, Il peut être malade. une chute qui casse la carabine, il peut pas participer à la poursuite. Enfin voilà. Là, c'est vraiment les scénarios catastrophes qu'on dit. Non, mais malade, ça peut arriver. Enfin, c'est pas qu'un biathlète ait la grippe, un gros rhume ou comment dire, non, pas une conjonctivite, mais enfin bref, une gastro ou quoi que ce soit un week-end, ça reste un Ouais. sport d'hiver. C'est pas non plus un scénario improbable. Après, voilà, est-ce que les deux seront malades sur l'hiver? Est-ce que voilà, bon, bref. Est-ce qu'ils sont colocataires dans les chambres? Ça fait Dès importance. ouais. Je crois que dès qu'ils sont malades, ils sont à l'isolement total, ils sont confinés totalement dès qu'il y a un petit signe de maladie. Bah, d'ailleurs, Johannes Beu Mais qui moi- fait attention, qui porte le masque dans l'équipe. Ah ouais. Bah oui, parce que là, ça va coûter très cher avec cette nouvelle règle d'être malade. Donc bon. Ouais, il a dit à toute l'équipe de bien faire attention. Voilà, j'ai vu une story, c'était de Siegfried le matin, Siegfried Mazé, le coach de tir, qui avait fait une story de l'équipe norvégienne un matin d'une course là, et on voyait ils étaient tous à table et le seul qui portait le masque c'était Johannes Beu. Donc c'est pour voir que là Johannes Beu est vraiment impliqué là à 100% sur cette quête de gros globe. Il peut pas lui échapper là au vu de ce qu'il montre depuis le début de l'hiver, mais bon. Je pense ça reste du biathlon. Il a dû passer Noël, les fêtes à l'isolement avec sa famille très proche, c'est tout. À mon avis, il a vu personne. Ils se sont enfermés dans leur petit chalet, vers Schuschön. Ouais, je pense qu'il fait gaffe, ouais. Et il n'est pas tombé malade en plus, je crois, parce que beaucoup sont tombés malades durant les fêtes, ce qui n'est pas le cas du Norvégien. Donc, bon, en tout cas, oui, mon Johannes Beu qui s'envole vers ce 4e gros globe et qui sera plus que mérité, mais bon, voilà, on va pas non plus déjà lui donner parce que la saison est encore longue. Comme je le disais, il reste encore 15 courses individuelles, moins 4 vu que les mondiaux ne comptent pas, mais ça semble bien parti en tout cas. Et puis moi, j'aimerais bien une belle bagarre aussi. J'aimerais pas qu'il s'envole tout seul devant trop loin. Ok, voilà pour Johannes Beu. Alors, outre la domination du numéro 1 mondial cette saison, c'est même l'ensemble de l'équipe norvégienne qui est au-dessus du lot. Il n'y a qu'à voir la poursuite, 6 dans les 8 donc du 12,5 km, c'est quand même assez ahurissant, et tous dans le top 10 du général. Est-ce que pour vous ça vous gâche un peu quand même votre plaisir sur cette Coupe du Monde masculine? Un peu, ouais. Ouais. Ça te gâche un peu ton plaisir, Marine? Après, ça doit forcer les autres équipes à hausser leur niveau, mais moi je préfère quand il y a du suspense. Ouais. Suspense entre eux. C'est ça. Il y a du suspense un peu entre eux, même s'il y en a un qui est bien devant, mais en fait c'est peut-être terrible, c'est peut-être horrible, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est peut-être le parallèle avec peut-être la Coupe du Monde féminine où il y a vraiment une densité
internationales et qui, on connaît pas le résultat avant la course, quoi. Ouais, c'est sûr, mais après, c'est un sport individuel. Là, on parle par nation. C'est vrai que ce week-end, c'était vraiment flagrant. La Norvège qui dominait, la poursuite homme, c'était quand même incroyable de les voir tous comme ça dans le top 10. Mais et là, je me disais, mais les pauvres Norvégiens en IBU Cup, d'ailleurs, ils doivent regarder ça, ils doivent rager, en fait. Ils se disent, mais il n'y aura jamais de place pour moi, je pourrai jamais monter. Mais c'est vrai qu'après, c'est du sport individuel, ils se battent entre eux quand même, ça reste du beau biathlon. Pour moi, non, ça gâche pas le plaisir. Et Mais puis, c'est vrai que, bon, c'est, C'est oui. pas objectif, c'est ça? Mais bon, j'aimerais qu'il laisse un peu plus de place ou j'aimerais que ça change un peu plus, on va dire, que les podiums soient un peu plus variés, comme tu disais, à l'image peut-être de la Coupe du Monde féminine, qui offre Ouais. plus de diversité. Ouais, et on sait qu'aussi, enfin, quand une nation domine, c'est pas forcément bon pour le sport. On le voit aussi Non. en ski de fond, hein, Ce qu'ils te font, c'est encore où- pire. Et c'est Ouais. vrai que ça perd de l'intérêt. Pour les Norvégiens, les premiers, hein, ils n'ont pas envie de voir les championnats de Norvège tous les week-ends. Hein. Et quand tu te réjouis plus que ton pays a gagné, c'est que tu as trop gagné. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est ça. Ouais. Ok. Maintenant, alors, on va passer aussi à une autre comparaison sur cette étape de Pokljuka. Êtes-vous plus surpris par le non-week-end des Suédois, à titre individuel, hein, surtout, et notamment je pense à Sebastian Samuelsson, ou par les superbes performances de Tommaso Giacomel, qui a fait 2 top 6 sur les courses individuelles et un très bon relais aussi mixte, hein, avec l'équipe italienne avec la 2e place. oui, bah pour moi, les Suédois, et c'est sûr que Samuelsson, il a quand même annoncé clairement qu'il jouait le gros globe, donc un week-end comme ça, c'est vraiment pas de. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. D'ailleurs, il faut qu'il arrête de faire ça, hein, CB. Il faut qu'il arrête d'annoncer chaque saison qu'il joue le gros globe parce que ça marche jamais. Il se met dans la sauce tout seul, chaque saison, en annonçant trop grand. Ouais, mais ouais, c'est quand même un week-end complètement hors du coup, quoi. Enfin, un peu à l'image d'Emilia Jacquelin. Bon, Emilia Jacquelin a quand même. Samuelsson a quand même participé à la poursuite, mais c'était quand même 2 leaders qui pouvaient prétendre à jouer le général cet hiver, et là, ils sont un peu hors du coup complètement. Samuelsson, maintenant, il est 12e du général. C'est quand même décevant de ce côté-là, hein. Ah bah c'est sûr. Et puis même Samuelsson, oui, parce que c'est le leader, mais je trouvais la performance globale des Suédois était masculin, était vraiment pas à leur niveau ce week-end. C'est triste à voir. C'est ça aussi on parle de la domination norvégienne, mais c'est aussi parce que les autres nations ne sont pas au rendez-vous. C'est ça aussi le problème. Entre les Français, où c'est un peu plus compliqué cet hiver, et les Suédois aussi, où il n'y a pas les Russes. Tout le contexte là fait qu'aussi que la Norvège, voilà, eux ont bien travaillé, en tout cas, eux tout se passe bien cette saison, et qui fait que voilà. En plus, c'est pas forcément une nation qui a besoin en plus que les autres nations se plantent pour performer. Alors là, la différence se crée directement, quoi. Ouais, mais c'est vrai que si on va par là, on peut remettre on peut dire aussi que Quentin, peut-être qu'il y avait un défaut d'adversité la saison dernière aussi, qui fait que c'est peut-être, tu vois, parce qu'il y avait les Norvégiens qui étaient dans le dur, il y avait, donc je sais pas. Mais c'est vrai que les Suédois sont pas là où on les attendait, en tout cas, et pas là eux ou même s'attendaient visiblement. Et c'est vrai que c'est dommage, quoi, pour le sport. Mais par contre, toi, Aurélie, t'as retenu surtout la performance de Tommaso Giacomel. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, et surtout ce week-end. Je trouve que c'était vraiment, lui pour le coup m'a surpris positivement. Il était, j'allais dire, il tenait son rang, même pas, il tenait bien plus que son rang. Et puis, il tenait le coup quand même. Il était face à des gaillards. Des vieux de la vieille devant lui, et il restait bien, non, vraiment bien, joli, impressionnant à suivre. Ouais, et c'est même peut avoir quelques regrets, hein, notamment sur le sprint, hein, où il commet 2 fautes sur le tir debout, alors qu'il était clairement dans la course pour le podium. C'est surtout à ski qu'il a été impressionnant, hein, l'Italien, qui a 22 ans, je rappelle, un an de plus qu'Eric Perrault, pour vous faire une comparaison
entre les deux jeunes biathlètes. Un athlète qu'on a entendu parler quand même depuis quelques années, mais qui avait fait des résultats, mais qui n'avait pas percé totalement. Là, ce week-end, il nous a fait un peu un week-end à la Sophie Chauveau, j'ai envie de dire. Tommaso, alors, comparaisons, je ne sais pas si elle est bonne, mais Ah, si, on voyait un peu que enfin, si Si, tu enlèves Johannes et puis Quentin, moi je trouve qu'on voyait que lui ce week-end. Hein. Il brillait. ouais, c'est votre athlète du week-end d'ailleurs, l'italien. Si on peut voter pour l'athlète du week-end, je sais pas. Bah, écoute, oui. Moi je trouve que Ouais. oui. C'est celui qui a la Ouais. performance la plus, on va dire, pas impressionnante, mais inattendue, oui, la plus percutante, on va dire. Bah, en on termes, espère en tout cas que... Ouais. non, Marine. mais Oui, Cassandre. en termes de performance étonnante, moi je trouve qu'il y a quand même Tariebeu. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il Alors, Oui, ça faisait c'est pas partie de vrai. ta question, hein. Ouais, mais dans les surprises du week-end, tu vois, Ouais. D'accord avec toi Non, aussi. mais oui, t'as raison. ça reste de une souligner. surprise. Comme on se disait, est-ce qu'il va redescendre après le Grand Bornand? C'était dans les discussions. Paf, 2 podiums. Voilà, vous avez votre Puis réponse. des cours en plus, hein, il est beau podium. Ouais, Ouais. Ouais, je suis d'accord. Siegfried Mazé qui était plutôt fier voilà, d'avoir regardé justement d'avoir regardé Tariebeu. du coaching gagnant. Voilà, du coaching gagnant et oui, qui a bien répondu Tariebeu finalement aux journalistes norvégiens surtout qui se posaient la question là-bas. Ouais. Ouais, Pendant tant que André Stromsheim qui performait en IBU Cup. Après, la question pouvait se poser parce que c'est vrai que Stromsheim enchaînait les victoires sur l'IBU Cup. Mais là, le truc en plus, Tariebeu a augmenté le rythme et à l'inverse, en plus, André Stromsheim, c'est un peu plus compliqué pour lui sur les dernières courses. Alors, c'est pas catastrophique, mais ça n'enchaîne pas autant les bonnes performances, les podiums que On va en parler sur les juste premières après. courses. Ouais, donc, Marine, justement, tu voulais parler de ça, de Stromsheim? Bah, justement, ça me paraît un bon enchaînement. On va faire un petit point IBU Cup avant de conclure. Ouais. Juste. Et donc Eric Perrault s'est imposé sur les 2 courses individuelles, super sprint et sprint, ce week-end d'IBU Cup devant donc les Norvégiens qui sont normalement archi dominants et dont ils avaient tout gagné, je crois, depuis le début de saison. Hein. Largement en Donc, plus avec le même tir, donc qui montre qu'il a de la marge à ski. Impressionnant. Hein. Après, on a eu un autre podium, c'est côté féminin avec Fanny Bertrand sur le super sprint. Donc c'est son premier podium en IBU Cup. Et c'est la Norvégienne Maren Kirkeid qui s'est imposée et qui prend donc le lead du classement général devant Gilon Guigona qui a eu un week-end un peu plus compliqué. Elle a notamment, on va dire, ça reste très correct, mais elle a tourné sur le relais mixte aussi. Donc des performances un peu moins probantes que ses dernières sorties. Pas dans la lignée de fin décembre, quoi, malheureusement. Voilà, pas dans la lignée 2022. Et sur le sprint féminin, on a eu quand même une domination italienne avec le doublé Eleonora Fauner et Anna Oschenteller, avec quand même 2 Françaises dans le top 10, Camille Benet, 7e et Paula Beauté, 8e. Ouais. Et pour finir, un dernier podium français sur cette étape, Paul Fontaine et Paula Beauté qui finissent 2e du single mixte. Et après, donc Marine, par contre, l'IBU Cup va prendre la place de la Coupe du Monde cette semaine. L'IBU Cup va partir à Pokljuka et après, il y aura les championnats d'Europe à Lines the Ride fin janvier. Merci Marine pour ce point IBU Cup. Et d'ailleurs, oui, Pokljuka, alors que ça devait être Harbour en Allemagne, mais manque de neige, comme il y a dans toute l'Europe actuellement. C'est le site de Pokljuka qui était prêt pour la Coupe du Monde, qui va accueillir cette 4e étape d'IBU Cup. Et juste pour revenir rapidement, doublé italien sur le sprint, la génération italienne, la jeune génération qui est très 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 prometteuse. On la voit venir sur les circuits juniors, les mondiaux jeunes. On la voit maintenant arriver sur la Coupe du Monde avec Tommaso Giacomel, Didier Monas aussi qui est là. Je pense que après le départ de Rotavior, il n'y aura pas de souci par rapport à ça, je pense. Pour voir encore les Italiens en haut de l'affiche, il faudra peut-être encore attendre quelques années, mais en Tols 2026, les Jeux olympiques
dans quelques années, oui, l'Italie sera au rendez-vous chez elle, je pense. Donc voilà pour ce point EB Cup. Maintenant, on va passer à l'étape de RuPauling, Cassandre, qui arrive très vite. Ça débute, donc, comme on l'a dit, dès mercredi avec l'individuel homme. Mais c'est ça, vous aurez à peine le temps d'écouter le podcast. Paf, biathlon. C'est ça. Ça reprend. C'est parti. Et dès mercredi, donc, avec l'individuel masculin, donc le 11 janvier à 14h10. Ensuite, le lendemain, on aura l'individuel féminin le 12 janvier à 14h10 également. Ensuite, on enchaîne avec des relais. Les relais, c'est le retour des relais par sexe, donc avec le relais masculin le 13 janvier à 14h25. Et puis le 14 janvier, on aura à 14h25 également le relais féminin. Et enfin, pour conclure cette semaine plutôt atypique en termes de programme, on aura une Mastart. Une première Mastart déjà masculine à 12h30 et enfin les femmes prendront le départ à 14h45 toujours dimanche donc. Ouais, un dimanche royal avec les Mastart et sinon un jour une course finalement de mercredi à samedi donc une belle semaine biathlon comme on les aime mais oui c'est une semaine sportive en Bavière pour les athlètes. Faut vite se remettre de Pokluka. Ouais, ça exactement. On sait que les Français sont vite repartis là déjà à RuPauling, qu'ils n'ont pas attendu, ils sont pas logés à Pokluka en Slovénie de la nuit de dimanche à lundi. Ils sont tout de suite pris la direction de RuPauling car on sait que les entraînements officiels débutent déjà pour les garçons ce lundi. Donc ça va vite reprendre. Donc voilà pour ce débrief de Pokluka. J'espère que ça vous a plu. Merci Aurélie, Cassandre et Marine. C'est compliqué, je suis fatigué. Il y a trop de femmes, que veux-tu? Du coup, est-ce que vous m'avez inclus dans votre relais féminin Oui. Ouais, allez. Ok. On a besoin d'expérience. Voilà, merci. L'expérience, oui. Je sais pas si quelle place vous me placez dans le relais, mais en tout cas, j'essaierai de faire le travail au mieux pour le relais de samedi, en tout cas. Mais non, en tout cas, oui, un beau débrief et donc on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour le débrief de RuPauling. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager ce contenu, aussi à réagir à tout ce qu'on a dit, au débat. Peut-être que vous avez des choses à dire, vous n'êtes pas d'accord à ce qu'on dit les filles. Donc voilà pour la fin de ce débrief et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Allez, salut tout le monde. Ciao. Salut.